Bonjour et bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Transparence qui fait sa rentrée en ce 15 février. Et justement, l'actualité, c'est la rentrée. Et notre invité ce midi, c'est le vice-recteur Jean-Charles Ringard-Flamand. Monsieur le vice-recteur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation à quelques jours du jour J. C'est lundi que les cours reprennent. Quelques 66 570 élèves vont faire leur rentrée. Quelles sont les nouveautés, quelles sont les priorités, quelles sont les inquiétudes éventuellement? C'est ce que nous allons voir avec vous pendant cette demi-heure. Mais d'abord, et pour que les choses soient bien claires, même si on vous le demande, je crois, tous les ans, la définition de votre paramètre de compétence, que chacun comprenne bien de quoi s'occupe le vice-recteur en Nouvelle-Calédonie. Alors, deux originalités pour le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie. D'abord parce qu'il est à la fois vice-recteur et directeur général des enseignements. Donc ce double titre lui confère d'être à la fois sous l'autorité du OCR au nom de l'État, pour ce qui est des compétences de l'État, et à la fois d'être sous l'autorité du gouvernement, donc du président du gouvernement, pour ce qui est des compétences du gouvernement. Ces compétences s'exercent sur un périmètre qui concerne l'enseignement privé premier et second degré, donc des écoles au lycée, plus le post-bac BTS notamment. L'ensemble du second degré public, donc de la 6e au BTS, plus les préparatoires aux grandes écoles, et l'ensemble de la santé scolaire. Donc, ce qui veut dire que, finalement, un vice-recteur, directeur général des enseignements, c'est le maître d'œuvre, le technicien, au service des compétences de l'État. Alors, quelles sont les compétences de l'État ici ? Par exemple, le baccalauréat, c'est une affaire d'État. C'est l'État qui décide des exigences du baccalauréat et de son organisation. L'État a compétence aussi sur l'inspection des maîtres du second degré. Donc ça veut dire que le vice-recteur est compétent sur l'ensemble des corps d'inspection du second degré. Mais après, la Nouvelle-Calédonie, par le transfert de compétences de 2012 notamment, a compétence sur la carte des formations de son enseignement, collège et lycée, a compétence sur l'organisation des enseignements. Donc par exemple, c'est le gouvernement qui décide de l'installation de tel baccalauréat professionnel, de l'installation de tel type d'enseignement dans tel collège ou tel lycée. Et à ce titre, je dirais que le directeur général des enseignements est chargé de faire en sorte que les choses vont bien. Compétences croisées, voilà, ça se passe bien, il n'y a pas de conflit, de compétences, d'intérêts. Alors, je rappelle quand même que c'est original. La Nouvelle-Calédonie est le seul territoire de la République à avoir ce qu'on appelle un service mixte, avec une seule personne qui incarne des compétences État, d'une part, vice-recteur, et des compétences de la Nouvelle-Calédonie, directeur général des enseignements. Je dois dire que sur d'autres territoires, je veux citer notamment la Polynésie, cette notion de service mixte n'a pas lieu. Moi, j'estime, maintenant, après plus de 3 ans dans ce beau pays, j'estime que les législateurs, y compris les concepteurs calédoniens qui étaient aux affaires en 2011, ont eu une heureuse idée de faire un service mixte. Dans la mesure où, finalement, qu'est-ce qui est important ? C'est que le système fonctionne. Et un système, à un moment donné, il faut qu'il y ait un pilote dans l'avion. Donc il vaut mieux qu'il y ait un pilote que 2 pilotes dans le même avion. Ça permet la continuité. Exactement. Et la cohérence. 66 570 élèves en 2019 pour cette rentrée, c'est le chiffre qui est donné aujourd'hui. Une légère baisse, c'est une évolution de la démographie. On l'observe déjà depuis un moment ou oui. C'est la première année que c'est aussi... Non, alors effectivement, 66 570, ça reste évidemment encore les prévisions. On va affiner lundi. Voilà, quand nos jeunes rentreront lundi, mardi, on affinera les choses, mais c'est objectivement la tendance. Alors, il faut faire 3 remarques. Donc la première, 66 570, c'est globalement moins 590 élèves, 591 si on veut être précis, par rapport à 2018. Bon, donc ça veut dire qu'on perd des élèves en 2019, c'est à peu près le même volume en 2018 qu'en 2017, et dans nos projections d'effectifs, ce sera à peu près la même chose. Donc je rappelle, et je ne cesse de le dire depuis 4 rentrées maintenant, puisque c'est ma 4e, la Nouvelle-Calédonie, depuis 2015, est dans un processus jusqu'en 2027, 25-27, de baisse de démographie scolaire. Cette baisse de démographie, elle est liée tout simplement à la baisse de la démographie en classe d'âge scolaire. Sous-entendu, on ne fait pas d'enfants assez, ou on fait plus d'enfants autant qu'il n'y a d'anciens sur le territoire. Donc ça a un impact sur l'école, c'est pas plus compliqué. Deuxième remarque que l'on peut dire, sur la baisse de démographie, ça affecte autant le premier degré que le second degré, autant l'école que le collège et le lycée. Donc on voit bien qu'on est sur un effet mécanique. Quand
Il y a un glissement de voilà, classe d'âge glissement. naturel. Quand on voit ce qui se passe à l'école, forcément, ça a un impact sur le collège et le lycée. Et troisième remarque, l'impact est plus prononcé dans le privé que dans le public. Mais ça, c'est l'histoire du système calédonien. C'est-à-dire, je rappelle 2 chiffres simples. Dans les années 70, c'est-à-dire en gros il y a 50 ans maintenant, 40-50 ans, 70% des élèves étaient dans l'école privée. 70%. Ce 70% aujourd'hui, 75% sont dans le public. Bon, donc on a un changement profond dans la structuration finalement de l'école. 75% des élèves vont dans le public, 25% donc dans le privé. Et force est de constater qu'en proportion, je dis bien en proportion, il y a une baisse qui est un peu plus prononcée dans le privé que dans le public, et notamment d'ailleurs dans le second degré. Avec des conséquences sur la survie, ou en tout cas Bien sûr. la pérennisation de ces établissements privés. Oui, alors, votre remarque est pertinente parce que la baisse d'effectifs, finalement, c'est ce qu'on appelle un effet cumulatif, puisque là, c'est 2019, ça l'était déjà en 2018, je répète, depuis 2015. Mais au fur et à mesure que vous baissez d'effectifs, ça affecte de plus en plus, pas seulement des classes, nombre d'élèves par classe, mais ça affecte aussi des structures. Donc quand on baisse d'effectifs sans être soumis à un jeu ultra comptable, puisque ici, je le rappelle, nous sommes protégés par l'État dans le cadre de la mise à disposition globale et gratuite des moyens qui ont été actés en 2012, c'est clair que malgré ce cadre de moyens, la baisse des effectifs pour être équitable d'une école à l'autre, d'un collège à l'autre, d'un lycée à l'autre, privé au public, fait qu'à un moment donné, on se pose la question, au-delà de la fermeture de la classe, de l'existence des écoles, ou de l'existence des collèges, ou de l'existence des lycées. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'enseigner dans un collège de moins de 60 élèves ? Quand je dis ça, c'est pas un hasard. Il y a au moins un établissement qui, aujourd'hui, a une classe de 6e, 5e, 4e, 3e. Qu'est-ce que ça veut dire d'enseigner en 6e avec 9 élèves ? Alors, effectivement, dans l'imagerie populaire, on pourrait se dire « Ah, magnifique, 9 élèves, ils vont tous réussir. » C'est l'inverse qui se passe. Il y a un déficit d'émulation intellectuelle. Il y a un déficit de stimulation, que ce soit entre les élèves, que ce soit entre le maître ou les maîtres et les élèves. Donc, je dis très clairement, je l'ai déjà dit l'année dernière, la situation de la baisse de démographie ne peut pas ne pas interroger à un moment donné ce qu'on appelle le réseau des établissements, l'agencement des structures scolaires. Mais ça veut dire qu'on a vu trop grand peut-être ? Est-ce que ces dernières années, on a construit trop d'établissements scolaires ? Non, pas sur le second degré, notamment sur la partie lycée, parce que c'était une nécessité. Moi, j'estime d'ailleurs qu'il y avait un manque qu'il fallait compenser. Voilà, il y avait un manque qu'il fallait rattraper. J'estime d'ailleurs que s'agissant des lycées, les lycées sont trop gros de mon point de vue. Je pense qu'il y a encore là des tailles qui mériteraient d'être plus restreintes. Les choix qui ont été faits, il faut saluer notamment en province Nord, quand il y a eu la création du collège de Paille-en-Bouée par la province Nord, quand il y a eu encore récemment la création du collège d'Apogoti, par exemple, sur la province Sud, c'est des vrais choix qui accompagnent d'ailleurs la proximité de population, qui accompagnent le déplacement des ménages, des familles. Bon, ce que je dis simplement, c'est que en dehors de ces choix d'accompagnement, de réponse de proximité du système éducatif, il est clair qu'il y a malheureusement dans certains territoires des structures qui sont infralimites à un bon fonctionnement. Et quand je dis un bon fonctionnement, je répète, je n'ai pas de logique comptable. Ce qui m'importe d'abord, c'est la réussite des élèves. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que nous avons à nous interroger encore. Alors, parmi les nouveautés 2019, il y en a un certain nombre qui ont été listées, présentées cette année. Il y a notamment l'évaluation de tous les élèves. C'est une nouveauté, ça commence à se passer et à quoi ça va servir ? Oui, voilà. Alors, c'est pas totalement une nouveauté. Il y avait des pratiques, évidemment, notamment en 6e, antérieures, au niveau de l'école primaire. Là aussi, il y avait des initiatives calédoniennes qui étaient faites. Mais là, la vraie nouveauté, c'est que pour la première fois dans l'histoire du système calédonien, tous les élèves de seconde vont être évalués. Tous les élèves de 6e, privés et publics, vont être évalués. Alors, il ne s'agit pas d'évaluer pour évaluer, ça ne sert à rien. Si je t'ai de se dire, voilà, mon thermomètre, il est comme ça. Bon, il faut évaluer pour se dire quels sont les élèves en difficulté, quel est le niveau des élèves et comment je peux, par conséquent, en fonction de l'évaluation, mieux accompagner les élèves. Alors, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est ça sans doute la nouveauté. C'est que les évaluations 6e comme les évaluations secondes, dont je répète que c'est vraiment ça, la grande nouveauté de l'évaluation de la rentrée, vont bénéficier d'accompagnement personnalisé. En fonction du résultat, je peux être en difficulté en mathématiques
un peu plus qu'en français, ça veut dire que par conséquent, dans le cadre de l'accompagnement personnalisé, je vais bénéficier d'activités de soutien, d'accompagnement qui seront plus marquées. Deuxième remarque, on n'évalue pas pour en évaluer, on évalue pour faire progresser les élèves. Mais par exemple, nous savons que quand on regarde les résultats de 2018, on a un déficit en mathématiques à l'entrée 6e. Je ne sais pas si on constatera la même chose en seconde, mais pour nous, ça sera une véritable observation positive qu'il va falloir faire. Mais ça veut dire donc en mathématiques qu'il faut qu'on se pose la question d'abord du pourquoi, d'où la nécessité d'une articulation école-collège, mais surtout, nos collègues enseignants là, qui sont aujourd'hui dans leur journée de rentrée et qui vont prendre leurs élèves la semaine prochaine, constatant cela, on ne peut pas enseigner les mathématiques en considérant que tous les élèves sont clonés. Ils ont le même niveau de formation, c'est pas possible. Donc ça veut dire qu'il y aura la nécessité de mieux différencier les pratiques pédagogiques, de mieux partir de la réalité de ce que sont les élèves et non pas de ce qu'on voudrait qu'ils soient. Mais on a les moyens de faire de l'accompagnement comme ça, personnalisé, différencié auprès de chacun des élèves en fonction de leur niveau ? Absolument. Dans la manière dont nous avons attribué les moyens, tant en 6e qu'en seconde, pour cette rentrée, les chefs d'établissement disposent d'un volume d'heures leur permettant effectivement de mettre en place ces accompagnements personnalisés. Et puis une fois qu'on a évalué les élèves, on sera tenté forcément de comparer avec d'autres, notamment avec le niveau national. Est-ce que ce sera aussi une évaluation du système éducatif de la Nouvelle-Calédonie par cette occasion ? C'est aussi un élément de repère, c'est ça qu'il faut se dire. Bon, mais quand on compare au national, moi je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a pas d'évaluation qui ne soit pas comparative. Hein. Bon. La vie en autarcie, c'est bien. L'autosatisfaction, c'est très bien aussi. Mais de temps en temps, se dire, voilà le progrès que l'on peut faire, c'est aussi un progrès par comparaison dans le temps. Hein, dans le temps, c'est voilà quel était l'état du système en 2010, voilà quel est l'état du système en 2019. Mais c'est aussi de se comparer à d'autres. Et de ce point de vue-là, il ne faut pas avoir peur de la comparaison. Ça fait partie de l'estimation du sens du progrès et du chemin que nous avons à accomplir. Mais il faut aussi méthodologiquement être bien fondé dans cette évaluation. Donc, il faut comparer ce qui est comparable. Par conséquent, quand on comparera, par exemple, les évaluations de seconde, bien sûr, il sera intéressant, puisque ce sera une première fois, de capitaliser l'évaluation de seconde 2019 et de se dire en 2021, en 2022, où nous en sommes. En même temps, c'est bien aussi, parce qu'au plan de la métropole, les évaluations à peu près similaires vont être lancées, c'est bien de se comparer. Alors, si on se compare avec la métropole, la situation sociale des ménages, l'insularité de la Nouvelle-Calédonie, le niveau socio-économique des ménages est un peu plus bas que la moyenne métropolitaine. Par contre, si je le compare avec la Polynésie, là, j'ai un point de repère comparable. Si je le compare avec Amiens ou Reims, l'Académie d'Amiens et l'Académie de Reims, qui ont des situations sociales des ménages comparables aux nôtres, là, j'ai un point de repère. Donc, avoir des points de repère, c'est pas inintéressant. Faut pas non plus tomber dans l'excès de comparaison, mais c'est un élément qui peut nous aider à dessiner le chemin vers lequel on doit aller. On a déjà le repère du baccalauréat, de toute façon. Bien sûr, absolument, le repère du baccalauréat. D'ailleurs, à ce propos, si on prend les résultats, je rappelle 2 chiffres qui méritent d'être posés. Il faut se satisfaire, je l'avais dit à votre antenne d'ailleurs, au mois de décembre 2018. Par exemple, sur les CAP, on a en 50 ans quasiment rattrapé le national. On a fait un vrai saut positif. En revanche, s'agissant du bac, on a des progrès différenciés, c'est-à-dire autant dans le bac littéraire, par exemple, on se rapproche peu à peu de la moyenne, si je puis dire, de la métropole, autant sur d'autres baccalauréats, je pense en particulier au baccalauréat des sciences techniques de management et gestion, ce qu'on appelle STMG, ou le baccalauréat sciences techniques et sciences sociales, là, objectivement, on a un progrès à accomplir. Mais quand je dis ça, je répète, il ne faut pas stigmatiser. Et encore moins stigmatiser les profs qui sont dans une dynamique positive. Par contre, il faut dire objectivement, il ne faut pas jouer à l'autruche, mais il faut se dire objectivement, voilà, allez, on a un petit écart là, comment je peux aider le responsable que je suis, au nom, je le répète, tant de l'État que du gouvernement, doit créer les conditions d'accompagner les maîtres. C'est ça, une de mes responsabilités. Au même titre que si je suis mieux à même d'accompagner positivement les maîtres, peut-être alors
étant donné la qualité des enseignants, ceux-ci seront plus à même encore d'accompagner les élèves. Et puis, il faut leur faire confiance, les enseignants. Il n'y a pas de réussite dans un système éducatif si on ne fait pas confiance aux enseignants. Alors, autre innovation, autre nouveauté, en tout cas autre priorité peut-être de cette année, de cette rentrée 2019, la participation, le renforcement de la participation des élèves à la vie de l'établissement. C'est une demande des élèves, des enseignants, et est-ce que c'est pas un peu gadget ? Alors, ça pourrait l'être. Non, mais c'est vrai, vous avez raison, ça pourrait l'être. Hein ? La participation des élèves, on crée un conseil de la vie collégienne, on a déjà installé les conseils de vie lycéenne. Là, on va créer un conseil académique sur l'ensemble du territoire. On va avoir des représentants de tous les lycées, qu'ils soient privés et publics, réunis pour voir un petit peu comment ils vivent leur scolarité et comment on peut avoir et enclencher des mesures d'accompagnement sur cette vie scolaire et sur le climat scolaire en particulier, mais aussi sur leurs études. Alors, il ne faut pas tomber dans le gadget, vous avez raison. Donc là, le problème, il ne faut pas leurrer les élèves. Ça ne sert à rien de les mettre autour d'une table puis leur dire, bon alors, comment ça va ? Alors, ils vont vous dire, la restauration, ça va pas bien. Bien. Ou bien ils vont vous dire, ah oui, il y a tel prof qui est pas bon, etc. Ou bien ils vont vous dire, il y a tel surveillant là qui m'a un petit peu chiffonné, etc. Si c'est ça l'opération, ça n'a pas d'intérêt. Bon, deuxième point. Si par contre, il y a des propositions intéressantes. Exemple, on voudrait monter un projet citoyen dans tel lycée. Ou bien on voudrait qu'il y ait une fête de l'école calédonienne mettant en lumière les talents des élèves. Et si l'institution ne répond pas à cette attente, là aussi, on leurre les élèves. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, à la fois quand on crée ces conseils, de tomber sur les réponses gadgets, y compris de bas de comptoir, comme d'aucuns disent, ni lorsque les jeunes sont en capacité de proposer, et ils le font souvent, des propositions intéressantes, de ne pas les entendre. C'est là où on crée de la frustration, et là où, objectivement, je répète, on leurre les élèves. Donc, amener les élèves à réfléchir sur le fonctionnement de l'école, c'est aussi amener les élèves à être responsables. Et je ne vous cache pas qu'en généralisant le conseil de vie collégienne, en prenant appui sur les initiatives des conseils de vie lycéenne pour aboutir au conseil académique, de sorte qu'ils portent des projets d'éducation à la citoyenneté. Il y a une volonté première, là. On responsabilise les élèves dans une logique de respect. On responsabilise les élèves parce qu'ils sont porteurs de l'avenir. On responsabilise les élèves parce qu'ils acceptent les règles, droits et devoirs des établissements. C'est ça l'enjeu qu'il y a derrière. L'objectif, il est vraiment, il est citoyen, il est de responsabiliser les élèves, de les préparer à leur vie d'adulte, en fait, dans la société. Oui, absolument. Généralisation des dispositifs devoirs faits. Ça aussi, c'est une nouveauté. Le fait que ce soit généralisé, ça consiste en quoi, en fait ? Oui, alors, c'est un vrai beau sujet pour la Nouvelle-Calédonie. Bon, vous savez, on constate tous les jours qu'il y a de différences sociales entre les familles, il y a des conditions de vie qui sont forcément différentes. Il y a aussi des différences entre les familles sur le sens de l'école, la fonction de l'école, l'intérêt de l'école. Bon. Nous disons, il faut que l'école, sans forcément se substituer aux familles, j'insiste là-dessus, chacun doit avoir sa part de responsabilité. Mais au moins au niveau de l'école, quand l'école donne des devoirs, quand l'école, grand E, quand l'école dit, voilà, les leçons qu'il faut apprendre, on ne réussit pas à l'école simplement en participant aux cours. Forcément, les enseignants, et à juste titre, donnent du travail à faire à la maison. Nous disons une chose simple. Il y a une partie de ce travail à la maison, je dis bien une partie, qui doit être fait à l'école. Et c'est l'honneur du service public de pouvoir offrir ce service. Les conditions ne sont pas les mêmes sur l'ensemble du territoire. Et si on veut que tous les élèves, équitablement, puissent réussir, il faut sans doute, en tout cas c'est notre hypothèse, faut sans doute effectivement les aider dans ces devoirs faits. Mais les aider, ça veut dire quoi ? On crée les conditions, donc à l'emploi du temps des élèves, ce que nous disons, notamment au collège, nous disons à l'emploi du temps des élèves, il faut au moins 3 heures par semaine. Où c'est inscrit, voilà, on va faire les devoirs, on va apprendre les leçons encadrés par des enseignants en priorité. Et là aussi, ça fait partie de l'emploi du temps des professeurs également. Oui, et d'autant plus qu'on a annoncé lundi 11 février, quand on a réuni tous les cadres, tous les chefs d'établissement, les inspecteurs, etc., et les membres du vice-rectorat, on a annoncé qu'on allait déléguer des moyens. Donc le problème de moyens, c'est pas le sujet. C'est de faire en sorte qu'on crée les conditions. Ça, c'est pour le collège. Il y a une autre chose que nous souhaiterions lancer.
c'est la préparation aux examens, la préparation au bac, la préparation au CAP. Il y a des initiatives de parents d'élèves qu'il faut louer, qui, pendant une semaine ou les 2 semaines des vacances d'octobre, créent dans tel ou tel établissement, en accord avec les chefs d'établissement, les conditions de faire une préparation, une revision du bac. Moi, je souhaite, bien sûr, je salue le travail des parents d'élèves, mais je dis c'est notre boulot, ça. C'est le service public qui doit faire ça. Et donc, on va initialiser, sur la base du volontariat des enseignants de lycée, là. Je suis sur le bac, voire du CAP si je prends l'enseignement pro, mais je souhaite qu'effectivement, il y ait un temps pendant les vacances d'octobre, il y a un temps pendant les vacances d'août où les élèves qui le souhaitent pourront être encadrés par des enseignants pour préparer déjà la révision ou en tout cas la préparation aux examens. Donc vous voyez, la notion de travail à l'école, c'est certes le temps scolaire, indiscutablement, hein, bien sûr, mais on souhaite, s'agissant du collège, qu'il y ait une généralisation des devoirs faits, mais c'est une partie des devoirs, c'est pas... Il restera des devoirs à faire à la maison le soir en rentrant. Entendu, et qu'en même temps, l'école puisse dire, voilà, pour les élèves de terminale en particulier, voilà, il y a une semaine d'octobre où vous pourrez aller au lycée X, au lycée Y, parce qu'il y aura des profs volontaires que nous accompagnerons, évidemment, on les financera, pour préparer effectivement ces examens. Tout ceci, c'est améliorer la réussite de tous les élèves en Nouvelle-Calédonie. Améliorer également leur orientation pour qu'à l'issue de l'école, ils trouvent un emploi. C'est quand même l'un des objectifs. Absolument. Et c'est un vrai problème, l'orientation. Pas seulement en Calédonie, d'ailleurs. Non, c'est un problème général. Alors, là aussi... Comment est-ce qu'on fait pour leur faire découvrir des nouveaux métiers, pour répondre à leurs besoins, à leurs capacités? L'une des nouveautés de la rentrée 2019, tout à l'heure, je vous disais que pour la première fois, on allait lancer l'évaluation 6e, et seconde surtout. On met en place, pour la première fois, pour les élèves de seconde, on va démarrer, 2019 les secondes, 2020 les premières, 2021 les terminales. On met en place ce qu'on appelle un temps dédié de l'orientation. L'année dernière, on avait déjà amorcé les 2 semaines obligatoires d'orientation pour les élèves notamment de lycée. On avait en première et en terminale désigné 2 professeurs principaux par classe. Là, on va rajouter un temps dédié, un temps important. Consacré à l'orientation. Voilà. Et en particulier, s'agissant du lycée, étant donné la réforme que nous allons lancer, il est important à la fois qu'on puisse bien choisir le parcours que je vais faire dans le nouveau lycée, qui va être lancé là déjà un petit peu cette année, mais surtout en 2020, et puis surtout préparer à l'avenir. Et l'avenir, c'est à la fois la poursuite d'études supérieures, mais ça peut être aussi l'insertion. Donc on a un beau challenge à relever. L'enseignement professionnel, il a toute sa place aussi en Nouvelle-Calédonie. Il y a des choses à améliorer là encore. Alors, dans l'enseignement professionnel, nous lançons en 2019 la première année de la rénovation de la voie professionnelle initiale. C'est la première année. 2019, première année. 2020, deuxième année. 2021, tout le monde y passe. Bon, donc on a 3 ans pour faire muer, c'est une mutation de la rénovation. Pourquoi ? Pour 3 raisons essentielles. La première, c'est qu'il faut que notre appareil de formation, c'est-à-dire les diplômes que l'on dispense, les spécialités que l'on forme, qui sont dispensées, soient sans doute mieux en adéquation avec les besoins des entreprises locales, mieux en adéquation avec le développement économique du pays, et je dirais presque le développement social, premièrement. Deuxièmement, la voie professionnelle, pour que ce soit une voie d'excellence, on sait très bien la typologie des élèves que reçoit l'enseignement pro. Et c'est d'ailleurs l'honneur de ces lycées professionnels d'accueillir souvent les publics les plus en difficulté. C'est l'honneur des enseignants des lycées professionnels de pouvoir accueillir et de faire réussir ce type d'élèves. Mais, jusqu'à présent, on a un bac pro qui est en 3 ans. On a un CAP qui est en 2 ans. Or, tous les élèves ne fonctionnent pas de la même manière, n'apprennent pas de la même manière. Certains vont plus vite, d'autres vont moins vite. Est-ce qu'on va continuer à pénaliser un gamin qui n'a pas totalement obtenu son bac pro parce qu'il lui manque telle ou telle spécialité ou parce que telle ou telle note est en deçà de la moyenne et que par conséquent il n'a pas son bac pro? Est-ce qu'on ne peut pas leur donner une autre chance? Eh bien, dans la rénovation prochaine de la voie professionnelle, c'est ce qu'on va essayer de faire. C'est-à-dire, on va diversifier les parcours et la durée des parcours va être adaptée en fonction des capacités des jeunes et surtout des résultats qu'ils auront
dans des cursus qui seront désormais modularisés. Alors, non barbare, ça veut dire qu'un diplôme va être découpé, si je puis dire, en modules de formation. Et pour obtenir le diplôme complet, il faudra naturellement obtenir l'entièreté des différents diplômes. Mais je peux avoir des diplômes à un rythme un peu plus différent. Ça, c'est un vrai changement. Et le troisième point qui est important dans la réforme que nous lançons, vous savez, quand on parle d'enseignement professionnel, dans la représentation populaire, mais c'est pas péjoratif, l'enseignement pro, c'est les ateliers. C'est ce qui se passe dans les ateliers des lycées professionnels. Bien. Sauf que de l'enseignement professionnel, il y a aussi de l'enseignement général. Bon, et donc le problème que nous avons à résoudre, c'est de mieux articuler l'enseignement général de la voie professionnelle avec l'enseignement professionnel de la voie professionnelle. Les profs qui travaillent dans les ateliers avec les profs qui sont liés à l'histoire-géographie, aux mathématiques, etc. Il faut qu'on travaille davantage dans une dynamique de projet. Et donc ça, je dirais que c'est le troisième changement majeur que nous allons entreprendre. Je me permets juste, peut-être sur la voie professionnelle, c'est un vrai enjeu pour le pays. Quand je disais l'articulation entre école et entreprise, qu'il faut consolider, nous souhaitons qu'en 2019, nous créons sur le territoire, et je sais que le président Germain y est très attaché, un campus des métiers, où on met autour de la table des représentants d'entreprises, des représentants de l'université, des représentants de la formation continue, des représentants de la formation initiale, pour au moins, par exemple, sur les métiers de la maintenance industrielle ou sur les métiers du numérique, on puisse se dire, bon voilà, c'est quoi le besoin des entreprises, même si c'est parfois difficile à dessiner. Mais en tout cas, quel est le profil de compétences qu'on doit faire acquérir aux jeunes ? Et pour adapter les formations aux besoins de la Nouvelle-Calédonie. Exactement. Et je le dis d'autant plus qu'on a un partenariat que je salue avec les collègues de l'UNC, de l'université, qui ont lancé une très belle opération qui s'appelle Pépite. En gros, on va faire en sorte, notamment pour les jeunes gens de BTS et les jeunes gens de Bac Pro, mais aussi pour des jeunes gens qui sont en licence, l'idée d'avoir des modules d'entrepreneuriat, des modules de compréhension de ce que c'est l'entreprise, pour les mettre dans une dynamique de se dire, je peux être aussi créateur d'entreprise. On va presque les mettre dans une dynamique d'auto-entrepreneur. Beaucoup de choses, le temps passe, il y aurait encore beaucoup de choses évidemment à dire sur cette rentrée. Un point qu'il nous faut aborder forcément, c'est la sécurité à l'école, la violence. Ouais. La violence à l'intérieur de l'établissement, les dégradations contre les établissements, on en a vu encore plusieurs ces derniers mois. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que vous avez la réponse ? Est-ce que c'est de votre responsabilité ou est-ce que c'est de celle des forces de l'ordre ? Comment vous voyez les choses ? Oui, alors, dans ce domaine, ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, la violence et la sécurité dans et aux abords des établissements a un impact direct sur le climat, un impact direct sur le climat scolaire. Et puisque ça a un impact sur le climat scolaire, ça a aussi un impact sur la réussite des élèves, ça a un impact potentiel sur les incivilités, sur le décrochage, etc. Donc ce sujet de la sécurité est à prendre, je veux dire, avec grand sérieux. Deuxième remarque, la situation de l'insécurité dans et aux abords de l'école, c'est aussi l'insécurité d'une société, d'une certaine manière. L'école est à l'image, ou en tout cas constitue un élément de repère et de creuset d'une société. Deuxième point important. Bon, donc, malheureusement, nous avons constaté en 2018 une recrudescence de ces incivilités, même si les choses ont été réglées. Alors, malgré cette recrudescence, il n'y a pas eu d'actes, comment je vais dire ça, avec mesure et pondération, d'actes très graves, même s'il faut regretter que dans le collège de Louise Michel à Païta ou dans le collège de Sainte-Marie à Païta, on a mis le feu à quelques classes, mais s'il faut regretter les intrusions qu'il y a eu au collège de Tuban ou à ceux de Ouégoua ou à la vandalisation d'un certain nombre d'écoles pendant l'été. Mais moi, je constate simplement que depuis quelques mois, et il faut saluer ce travail, je pense, il y a un partenariat éclairé, et quand vous me demandez quelle réponse, il n'y a pas d'autre réponse possible que sans apport partenarial. C'est-à-dire, je pense qu'il y a 3 niveaux de coopération qui est absolument nécessaire. Premièrement, celles et ceux qui sont responsables des établissements, qui sont propriétaires, que ce soit les communes pour les écoles, les provinces s'agissant des écoles en partie et des collèges, le gouvernement s'agissant des lycées, le problème de la sécurité, c'est un problème à prendre à bras-le-corps. Donc ça veut dire quelles dispositions chacun et chacune prend pour mettre en sécurité les établissements. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de rénover un établissement, il s'agit de se poser la question, est-ce que l'établissement est sécure ?
Est-ce qu'il est suffisamment sécurisé pour éviter toute intrusion, pour éviter effectivement qu'il ne soit vandalisé? De ce point de vue-là, il faut saluer le travail qui a été fait en province sud. Enfin, lancer un plan de mise en sûreté de tous les collèges, en tout cas les principaux, faire en sorte qu'il y ait une surveillance rapprochée, y compris pendant le week-end, de ces établissements, ce sont objectivement des mesures qui vont dans le bon sens. Donc il y a un niveau de type politique, mais au sens, je suis propriétaire des locaux, parce que je suis propriétaire, je ne rénove pas simplement les locaux, je me pose aussi la question comment je peux mieux sécuriser les locaux. Premier niveau. Deuxième niveau, c'est le partenariat qui doit exister entre les institutions. Là, entre le vice-rectorat, direction générale des enseignements, la gendarmerie, la police et la justice, je pense en particulier au procureur, on a un partenariat qui est exemplaire. Je le dis, qui a été signé par le président Germain et par le Haut-Serre en mars 2018. Nous avons un plan qui est exemplaire. Je le dis d'autant plus que j'étais à Paris évidemment, au mois de janvier pour différentes réunions parisiennes, et ceci m'a encore été redit. Le plan qui a été lancé et signé, je le répète, par le président Germain et par le Haut-Serre, a été considéré, en tout cas par mon ministère, comme un des plans exemplaires au plan national. Donc il faut qu'il y ait une coopération. Et la coopération, c'est quoi notamment ? Il faut qu'il y ait des référents police et gendarmerie en lien étroit avec les chefs d'établissement. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de fouilles inopinées à l'entrée des établissements quand il y a une suspicion de trafic d'hachis, par exemple. Quand il y a des actes de violence répétés, je suis désolé, on fait une action qui peut être peut-être répressive, mais on engage une action. On demande du chef d'établissement. Bien sûr. En même temps, il y a des brigades qui sont en place, notamment dans la gendarmerie, s'agissant de la jeunesse, qui font une intervention préventive. Il faut aussi qu'il y ait à la fois de la répression, mais de la prévention, ceci dit, dans un juste équilibre. Et puis le troisième niveau, c'est le niveau de l'établissement. C'est-à-dire que cette notion de sécurité, elle ne doit pas générer plus que de raison un sentiment d'insécurité. Mais elle doit être prise pour ce qu'elle est. Donc, dans les projets d'établissement, nous demandons très clairement à ce que les équipes de direction avec les enseignants, les adjoints d'éducation, bref, toute la communauté éducative, il y a des mesures concrètes qui soient prises. Quand je vois, par exemple, qu'il y a des... Enfin, c'est pas le cas aujourd'hui, mais quand il y a des tags sur un établissement, on n'attend pas 3 semaines, 15 jours, 1 mois, etc., pour enlever les tags. Quand il y a des élèves qui commettent des exactions, eh bien, ça veut dire qu'il y a des commissions éducatives qui sont élaborées, et puis j'ai un contrat éducatif qui doit être passé entre la famille et le jeune. Donc, vous voyez, ces 3 niveaux sont essentiels dans les éléments de réponse sur ce sujet qui est quand même un sujet préoccupant. Alors, un élément d'exemplarité pour la métropole, écoutez, vous nous l'apprenez. Justement, on parle beaucoup actuellement en métropole de la loi pour une école de la confiance, qui est défendue par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Elle est en cours de discussion actuellement à l'Assemblée. Il y a des éléments, d'une part, qui pourraient vous inspirer ou qui pourraient concerner directement l'école en Nouvelle-Calédonie ? Alors, il faut se rappeler, on l'a dit tout à l'heure, c'était votre première question à travers le rôle du vice-recteur, directeur général des enseignements. S'agissant de l'éducation, le transfert de 2000 a confié à la Nouvelle-Calédonie tout l'enseignement primaire public. Et de ce point de vue-là, quand le ministre dit, en tout cas en pourparlers, la scolarité sera obligatoire à 3 ans, ici elle est à 5, c'est pas applicable à la Nouvelle-Calédonie, puisque c'est une vraie compétence. Après, ça peut peut-être inspirer la Nouvelle-Calédonie. Bon, deuxième exemple que je cite, là le ministre veut rendre obligatoire la scolarité jusqu'à 18 ans, c'est pas le cas en Nouvelle-Calédonie, c'est à 16. Là, est-ce que ça peut inspirer ? Donc, ce que je veux simplement dire, c'est que la loi sur l'école de la confiance, selon les compétences de la Nouvelle-Calédonie, dont je rappelle qu'ils sont très importantes en termes de transfert de compétences, il y a des éléments qui vont pouvoir s'appliquer quand c'est la compétence de l'État, mais il y a des éléments sur lesquels ça ne s'appliquera pas. En revanche, ce qui va s'appliquer, il est clair que quand le ministre dit on va rénover le bac en 2021, le bac c'est une affaire d'État, donc ça va s'appliquer en Nouvelle-Calédonie. Et donc, quand je vous annonçais qu'on allait faire de 2019 la propédeutique pour la réforme du bac, c'est parce que nous allons naturellement prendre appui sur la réforme prévue pour le bac au plan national, mais en même temps, on va créer aussi des conditions d'enseignement qui sont propres à la Nouvelle-Calédonie pour mettre dans de meilleures dispositions encore les élèves calédoniens. Ça va bientôt la fin de ce magazine. Il vous reste quoi à faire d'ici lundi ? Tout est prêt ou vous avez encore beaucoup de travail ?
Une préparation de rentrée, c'est 9 mois. C'est-à-dire que depuis le mois d'avril, mais c'est normal, hein, c'est le lot de tout le monde. Depuis le mois d'avril, toutes les équipes sont sur le pont, c'est-à-dire toutes les équipes d'établissements, privés et publics, toutes les équipes administratives qui sont au vice-rectorat, donc tout le monde est sur le pont. Je vais vous prendre 2 indices. Lundi, donc, on a réuni tous les chefs d'établissement, je les ai trouvés plutôt sereins. Donc si eux sont sereins, a priori, on a plutôt bien préparé la rentrée, et eux aussi ont bien préparé leur rentrée. Et puis, en ce moment, naturellement, je rencontre toutes les organisations syndicales, ce qui est normal, hein, ça fait partie du dialogue social qu'on doit toujours avoir. Et de ce point de vue-là, j'ai plutôt trouvé d'abord des organisations syndicales responsables, puis en même temps pas particulièrement inquiets sur la rentrée. Mais je sais, parce que je dois la vérité de dire, qu'ils attendront au moins une bonne semaine pour me dire si la rentrée est réussie ou pas. Je pense qu'il faut être serein. J'ai le sentiment de dire que, en tout cas, la rentrée pour l'instant est techniquement réussie. J'ose espérer que lorsque je verrai les parents d'élèves tout à fait prochainement, c'est-à-dire que je les vois demain matin, j'aurai à peu près les mêmes appréciations. Puis il faudra attendre fin février pour se dire, bon voilà, on est content du travail qu'on a fait. Vous serez où le jour de la rentrée ? Alors, le jour de la rentrée, le matin, on sera dans une école primaire du côté de Magenta. Ensuite, à 10h15, on sera au collège Porte de Fer. À 13h, on sera au lycée de Docamo. Et à 15h30, on participera à l'accueil de l'ensemble des BTS du lycée La Pérouse. Si j'ai bien compté, c'est votre 4e rentrée en Nouvelle-Calédonie ? Oui. Question fatidique, c'est la dernière ? Administrativement, objectivement, c'est la dernière. Et vous n'en dites pas plus pour l'instant sur... On n'en dira pas plus pour l'instant. On aura l'occasion d'en reparler. Jean-Charles Ringard-Flamand, vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie. Merci d'accepter notre invitation dans ce magazine Transparent.